Grand 2. Les mesures des pouvoirs publics sont-elles justes? Tout d'abord, les travailleurs, au cours du 19e et du 20e siècle, ont lutté contre les inégalités et pour arriver à une égalité de situation. Hein. Et donc, cette conception de la justice sociale qu'ils avaient, c'était pas l'égalité de droit. Il y avait une inégalité par rapport au niveau du vote, mais il y avait une très grande pauvreté tout de même. Et donc, ils ont lutté contre ces inégalités dans les faits, en fait, hein, dans le cas réel, la pauvreté, etc. Voilà, et ce sont eux qui ont les premiers, les travailleurs, mis en place des caisses mutualistes, des caisses de solidarité, afin bien que tout le monde puisse avoir des soins de santé dignes et qui puissent aussi s'arrêter pour la retraite ou bien s'arrêter quand ils sont malades, etc. Hein, donc les premières caisses, ce sont les travailleurs qui l'ont mis en place. Donc on va voir cette redistribution-là dans ce grand 2. Définition de la redistribution. Donc la redistribution, c'est l'action de l'État et des organismes de protection sociale qui consiste à prélever les impôts et des cotisations sociales afin de verser ensuite des prestations sociales. Je répète, action de l'État et des organismes de protection sociale qui consiste à prélever les impôts et des cotisations sociales afin de verser ensuite des prestations. Donc, on entame la sous-partie 2.1, les dépenses de protection sociale en France. Donc 2.1, les dépenses de protection sociale en France. Donc nous avons bien une collecte des recettes, tout d'abord. Les salariés, les entreprises cotisent, ils mettent de côté. Hein, ils font cette caisse mutualiste. Donc ces cotisations sociales, c'est quoi? Hein, autre définition. Cotisation sociale, ensemble des prélèvements sur les salaires. On prélève une partie du salaire afin de financer la sécurité sociale. Et puis, ces recettes vont servir à des prestations. Hein. Donc la redistribution, c'est des recettes qu'on octroie des prestations. Ces prestations, hein, définition de prestations sociales, ensemble des dépenses de protection sociale. Hein, tout simplement, ensemble de dépenses de protection sociale. Voilà, en France, c'est à la Libération que la sécurité sociale va se mettre en place. Hein. Pour tout le monde, c'est le Conseil national de la résistance qui proclame, donc je cite, un plan complet de sécurité sociale est créé, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence. Dans tous les cas, ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Hein. Donc tous les cas où ils sont incapables de se procurer par le travail des soins, de gérer, eh bien on crée des caisses de solidarité gérées là non plus par les travailleurs mais par l'État directement. Hein. Et donc cette loi a été promulguée en 1944 et elle a été portée par le député communiste Ambroise Croizat. Hein, Croizat, C-R-O-I-Z-A-T. Voilà, qui a inspiré aussi un film qui est sorti, un documentaire qui est sorti l'année dernière. Ça s'appelle La Sociale, voilà, qui revient sur l'histoire de cette sécurité sociale. Définition de la protection sociale. La protection sociale, voilà, hein, c'est toutes les dépenses on va avoir de santé. Donc c'est un système de prise en charge par la collectivité des conséquences économiques. Donc système de prise en charge par la collectivité des conséquences économiques dues à des situations pénalisantes. Invalidité, maladie, vieillesse, famille. Et il y a 4 branches. Donc maladie, c'est la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, que vous connaissez. La vieillesse, c'est la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse. La troisième, c'est la famille, la CAF, là aussi vous connaissez, Caisse d'allocation familiale. Et la quatrième, les accidents, maladie, accident. Accident, excusez-moi. C'est la CNAM-AT. Voilà, Caisse nationale d'assurance maladie, accident du travail. Ensuite, ces dépenses de protection sociale, les plus grandes dépenses, en fait, c'est la vieillesse et la santé. Hein, les retraites et pour toutes les dépenses pour les hôpitaux, etc. Médicaments. C'est à peu près 3/4 du budget de la protection sociale en France. Hein. Voilà, et les principales ressources, c'est les cotisations sociales des employeurs, des salariés et les impôts.
Voilà, il y a quelques taxes qui ont été inventées aussi au début des années 90, ça s'appelle la CRDS et la CSG pour financer la sécurité sociale. Voilà pour les ressources, les recettes, et on va tout de suite passer au deuxième sous-partie, 2.2, les deux logiques de la protection sociale. Assurance, assistance, deux logiques. Alors là, je vais mettre un petit montage vidéo. Vous allez voir Céline Choulet, qui est une économiste spécialisée dans l'économie bancaire, qui présente le système d'assurance, le système d'assistance. Voilà, je vous laisse voir cette vidéo, et puis tout de suite après, je vous donne les définitions. Donc la définition de la logique d'assurance. Selon l'INSEE, l'assurance est l'activité qui consiste à transformer des risques individuels en risques collectifs, en garantissant le paiement d'une somme en cas de réalisation du risque aux personnes qui ont cotisé. Donc assurance est l'activité qui consiste à transformer des risques individuels en risques collectifs, en garantissant le paiement d'une somme en cas de réalisation du risque aux personnes qui ont cotisé. Donc vous cotisez, vous êtes protégé. C'est le système pour en partie la retraite. Plus on cotise à la retraite, plus on a un salaire élevé, plus on cotise, plus notre retraite est abondante après 60 ans. Bon, maintenant c'est jusqu'à 66 ans. La logique d'assistance. La logique d'assistance, c'est la garantie offerte aux individus subissant des risques sociaux. Une garantie offerte aux individus subissant des risques sociaux d'être couverts même s'ils n'ont pas cotisé. C'est le principe de la solidarité universelle. C'est le cas aussi un petit peu avec la retraite, mais que sur la partie minimum vieillesse. Pour les maladies aussi, la CMU, pour ceux qui ne peuvent pas couvrir leurs frais de santé, il y a une couverture maladie universelle. C'est un petit peu ce qu'a voulu faire aussi Obama aux États-Unis, qu'il a réussi à faire, l'Obamacare. Voilà, c'est une logique d'assistance dans ce cas-là. Les principales prestations de protection sociale en France, comme les retraites, sont plutôt dans une logique d'assurance. Le minimum vieillesse, logique d'assistance. La CMU, assistance. L'aide personnalité, allocation parents isolés, assistance. Et allocation chômage, assurance. Plus vous avez cotisé à l'assurance chômage, plus vous avez des prestations. Ensuite, aujourd'hui, on relève dans les dépenses de protection sociale plutôt une logique d'assistance, parce que les impôts, les taxes sont des recettes qui contribuent de plus en plus. Alors qu'il y a une baisse de la logique d'assurance. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a des exonérations patronales qui sont de plus en plus accordées pour que les entreprises payent moins de cotisations, ils disent moins de charges pour pouvoir être plus compétitifs, soi-disant. Donc augmentation de la logique d'assistance et moins d'assurance. C'est aussi lié au développement du chômage, la précarité, ce qui fait qu'il y a moins de personnes qui peuvent cotiser, vu que le nombre d'actifs en proportion baisse, mais en valeur absolue il augmente, bien sûr. Voilà, donc on a vu. Maintenant on va passer au point suivant, qui est la redistribution fiscale, 2.3, troisième sous-partie, la redistribution fiscale. Donc elle comporte deux aspects, la fiscalité, c'est la deuxième grande partie de cette protection sociale. Soit on dépense en matière de santé, ou bien on peut redistribuer tout simplement grâce à l'impôt sur le revenu, la TVA. Donc on va voir deux types de fiscalité. D'abord, la définition. Fiscalité, c'est des versements obligatoires au profit du budget de l'État et des collectivités locales. Versements obligatoires au profit du budget de l'État et des collectivités locales. Deux sortes de fiscalité. Une fiscalité directe. Direct, ça va être impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière. Et puis une fiscalité indirecte qui est la TVA, la taxe sur les produits pétroliers aussi. C'est-à-dire que ce qui est direct, c'est ce que vous êtes obligé de payer. Vous avez un bien immobilier, vous êtes obligé de payer la taxe foncière. Vous êtes locataire, vous payez la taxe d'habitation.
Tandis que la fiscalité indirecte, c'est seulement si vous consommez. Vous achetez une tablette de chocolat, vous allez payer la TVA. Mais si vous ne voulez pas la payer, bah, vous n'achetez pas cette tablette de chocolat. Hein. Donc, indirect, c'est lié à la consommation. Plus vous consommez, plus vous payez de TVA. Voilà, deuxième chose, c'est la question d'un impôt. Le système d'impôt est juste si on juge qu'il est progressif. C'est-à-dire que l'impôt progressif, le taux augmente d'imposition avec la richesse. Hein, donc la progressivité, c'est l'augmentation du montant d'imposition au fur et à mesure de l'augmentation des revenus. Alors, en France, il y a relativement peu d'impôts qui sont progressifs. La majorité des impôts sont plutôt proportionnels, voire régressifs. Alors, la TVA, par exemple, la TVA, elle est à 20%, en règle générale, après il y a des taux plus bas, mais en règle générale, elle est de 20%. Et bien que vous soyez riche ou pauvre, vous payez 20% sur votre tablette de chocolat. Mais ce qui a pour incidence que les plus riches, en proportion de leurs revenus, vont moins payer de TVA à la fin du mois que vous. Hein, parce que vous, en plus, vous n'avez pas de salaire, donc c'est par exemple de l'argent de poche. Donc sur votre argent de poche, vous avez 100 euros. Si vous payez des frais de consommation courante, vous allez peut-être payer 20 euros de TVA à la fin du mois, tandis que quelqu'un de riche, ce ne sera pas 20% comme vous, mais ça va être 3%. Hein. Donc c'est un impôt TVA qui n'est pas progressif, parce que plus vous êtes riche, moins vous payez au contraire, hein, donc il est plutôt régressif. Par contre, le seul grand impôt en France qui est progressif, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, plus on gagne, plus on monte dans les tranches d'imposition, et plus on est taxé. Hein, c'est-à-dire que la première tranche, on va être taxé 10%. Tout le monde est taxé 10%, admettons, à moins que le SMIC. Hein. Entre 1,2 et 1,5 du SMIC, vous êtes taxé à 20%. Après, ça va être 30% la troisième tranche, quatrième tranche, etc. Et donc, même les plus riches sont taxés à 10% sur les premiers revenus, hein, les revenus en dessous du SMIC. Et comme ça, ils vont augmenter de tranche en tranche. Et plus vous êtes riche, plus vous avez une imposition qui est élevée autour de 45% pour la dernière tranche aujourd'hui. Alors, quelle est l'efficacité de cet impôt sur le revenu? C'est un article que je vous ai donné aussi dans le dossier documentaire de Piketty et Landé, deux grands économistes français, qui, voilà, hein, je vais citer brièvement l'article, mais vous le reverrez dans le débat, que les plus riches contribuables, notamment il parle des 1% les plus riches, le centile, ont des taux d'imposition qui sont en fait, qui tendent plutôt vers 15% des revenus, parce que il y a beaucoup de dérogations. Plus vous êtes riche, plus vous avez aussi la possibilité de mettre votre argent dans les niches fiscales, dans les paradis fiscaux, ou bien dans des mesures même légales de réduction d'impôts, comme l'investissement dans les outre-mer, l'investissement dans des yachts, l'investissement dans des œuvres d'art. Donc en fait, les très très riches, le centile le plus riche, s'arrange pour moins payer d'impôts que les autres. Donc il y a un impôt sur le revenu qui est réel, mais sauf que dedans, vous avez plein d'exceptions. Hein, c'est un panier percé, si vous voulez, cet impôt sur le revenu. Donc, la progressivité est largement mise à mal. Hein, de la même façon que les revenus financiers sont très peu imposés. Hein, 15% des revenus financiers sont imposés à hauteur de 15%, alors que les revenus de travail sont imposés à hauteur de 90%. Donc, vous avez là une large inégalité. Hein. Ensuite, il y a une autre dimension qu'il faut voir, c'est la question de l'efficacité, donc l'efficacité économique, voilà, quand c'est un panier percé, elle est assez faible, et puis l'efficacité aussi économique, mais d'un autre point de vue, le point de vue libéral, c'est notamment Laffer qui a construit une courbe. Alors Laffer, c'est L-A-2-F-E-R. Donc je vous ai fait un petit graphique en dessous, où vous pouvez voir que plus le taux d'imposition augmente, plus les recettes fiscales augmentent. Hein, c'est la première phase de la courbe. Logique, hein, plus vous êtes imposé, bien plus l'État va recevoir de recettes. Mais il y a un point stratégique où les taux qui sont acceptables deviennent dissuasifs. C'est-à-dire que les gens considèrent
qu'on est tellement imposé qu'on va arrêter on va moins travailler, que ça va moins favoriser l'esprit d'entreprise. Et donc ces taux vont être dissuasifs. Et quand on a des taux d'imposition de 100%, bon évidemment c'est un exemple fictif, hein, eh bien on n'a plus raison de travailler, puisque dès lors qu'on travaille, le surplus de travail qu'on donne, on le donne tout à l'État. Donc on ne va pas le faire. Et donc ça donne des taux dissuasifs qui vont arriver à zéro. Hein. Donc cette courbe de l'affaire montre l'effet désincitatif de l'impôt. Hein. Si on impose trop, les gens vont être découragés et ne vont pas vouloir travailler davantage. Voilà, c'est un effet pervers du système qu'il faut aussi noter et citer. Hein. Cette courbe de l'affaire, elle est simple, c'est une courbe en cloche, hein, tout simplement. Donc, vous l'avez dessous avec la petite montagne russe là. Hein. Voilà, et donc il y a aussi la politique fiscale, par exemple, de cette politique fiscale qui a été plutôt en faveur des plus riches, qui a plutôt fait attention à l'effet désincitatif, s'est mise en place dans les années 80 à travers le président des États-Unis, Ronald Reagan, et Margaret Thatcher en Angleterre, qui ont mis en place une politique fiscale qui n'était pas redistributive. Hein, ça c'était Roosevelt, c'était pendant les 30 Glorieuses, mais au contraire une politique fiscale pour les plus riches, hein, c'est l'exemple du bouclier fiscal, hein, qui a été mis en place à 50%, que personne soit taxé à plus de 50%. Donc ça a favorisé le retour des inégalités, hein, c'est ce que disent Piketty. Et finalement, la politique des 10 dernières années en France, voire davantage, est aussi une politique inspirée des économistes libéraux, dont son slogan c'était « Trop d'impôts tue l'impôt ». Hein, donc on a ça aujourd'hui dans l'idéologie dominante, qu'il ne faut pas trop taxer les riches, sinon ils vont s'enfuir. Hein, donc souvent on nous dit ça. Bon, ça vient de cet économiste libéral, de cette idée que trop d'impôts désinciterait au travail, ce qui est une idée aussi contestable. Alors, autre sous-partie, 2.4, la lutte contre les discriminations.